Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer les craintes que l'on peut avoir face au Covid-19. Dans mon explication, je vais actualiser les informations et les compléter. Donc, les éléments que vous n'aviez pas à disposition, je vous les indique dans ma chronique. J'aborderai aussi des points essentiels qui sont en partie responsables de la crise actuelle. Donc, les virus ont été dans le passé à l'origine de désastres. Cela pourrait aussi être le cas avec ce virus. Donc on va faire un retour dans le passé avec une autre maladie qui est la grippe espagnole. Donc en 1918 et en 1919, donc au sortir de la Première Guerre mondiale, 30 millions de personnes sont mortes parce qu'ils avaient été infectés par la grippe espagnole, ce qui est supérieur au nombre de morts de la Première Guerre mondiale. Donc dans la population mondiale, 50% des gens ont été infectés. Alors pour l'instant, on est dans la même situation qu'en 1918, au début de la grippe espagnole. À la fin, il est possible que la moitié de la population, voire plus, puisse être touchée par cette maladie. Donc qu'est-ce qui s'est passé une fois ce seuil atteint de 50%? L'épidémie a été endiguée. La majorité de la population a été en fait immunisée. Le fait d'avoir été en contact une première fois avec ce virus, ça a permis à l'organisme de se préparer en cas d'une deuxième rencontre avec le virus. Donc il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place selon les pays. Donc il y a les Pays-Bas qui ont choisi pour l'instant comme système de laisser filer le virus. Donc les Anglais au départ étaient partis un peu sur cette voie aussi, dans le but d'immuniser la population. Donc avec une mortalité qui pourrait atteindre 1, 2, voire un peu plus, % sur plusieurs millions de personnes. Si on fait le calcul, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes qui risquent, au-delà de celles qui vont mourir, qui vont être en détresse respiratoire, qui vont s'en sortir. Donc ça fait un grand nombre de personnes qu'il faut réussir à soigner. Et donc il faut avoir un système de santé qui peut suivre à ce moment-là. Si on laisse filer le virus, dans ce cas-là, tous les gens sont contaminés très rapidement, donc avec un pic extrêmement important, et là il y a un risque de saturation. Donc en confinant, ce qu'on fait, c'est qu'on étale le pic épidémique, et ça permet de répartir dans le temps l'arrivée des malades. Sans ça, on pourra avoir 7-10% de morts. Chez nous, s'il y a 30 millions de personnes qui sont touchées, faites le calcul, 10% de 30 millions de personnes, on peut arriver à un nombre extrêmement important. Selon certains chercheurs, on pourrait atteindre 300 voire 500 000 personnes mortes. De plus, le fait d'étaler le pic épidémique, ça pourrait nous laisser le temps de trouver entre-temps un traitement. Alors pour le vaccin, c'est un peu plus compliqué. Dans les deux cas, il y a différentes étapes que je décrirai par la suite, mais pour le vaccin, a priori, il faut 1 ou voire plusieurs années pour avoir un vaccin qu'on peut utiliser. Alors, donc là, la question, c'est comment se crée l'immunité contre un virus comme le Covid-19. Donc après une première rencontre, les personnes ont gardé en mémoire des lymphocytes B. Donc ce sont des cellules particulières qui sont produites par l'organisme. Et dans le lot de lymphocytes B, vous avez quelques-uns qui sont spécifiques à ce virus. Donc pour la grippe espagnole, il y avait quelques lymphocytes qui étaient spécifiques de ce virus. Pour le cas de la grippe saisonnière, de celle de cette année, il y a un lymphocyte B spécifique au virus. Et là c'est pareil, on a en nous quelques lymphocytes, mais seulement quelques lymphocytes B, qui reconnaissent le virus. Ils sont peu nombreux au départ. Et le but de ces lymphocytes, c'est de libérer ce qu'on appelle des anticorps. Et des anticorps qui sont spécifiques au virus. C'est-à-dire que si vous êtes contaminé par le virus, vous allez avoir des cellules, les lymphocytes, et certains de ces lymphocytes vont reconnaître le virus et vont produire des anticorps. Et en produisant des anticorps, ça permet de neutraliser le virus. Mais le souci, c'est que quand on est infecté, le nombre de lymphocytes n'est pas assez nombreux. Alors quand l'organisme va réagir et qu'il va y avoir une guérison, oui, là, des lymphocytes B vont être produits en grande quantité,
et ça permet de guérir. Mais au départ de l'infection, le nombre de lymphocytes B n'est pas suffisant. Donc là, on est au départ de la pandémie, car les personnes sont infectées pour la première fois par le Covid-19. On est un peu comme les nouveau-nés qui rencontrent dans leur milieu des virus qu'ils n'ont jamais rencontrés, et leur système immunitaire apprend à se défendre en produisant des lymphocytes B qui vont garder en mémoire. C'est-à-dire que lors d'une deuxième rencontre, il y aura un pool de lymphocytes B qui proviennent de la première rencontre, qui sont déjà là d'avance et qui vont pouvoir tout de suite réagir dans le cadre d'une deuxième rencontre. Pour les vaccins, c'est ce qu'on utilise. C'est-à-dire que dans le vaccin, on force l'organisme à créer une réaction immunitaire et ça permet de produire des lymphocytes mémoire contre, par exemple, ce serait contre ce virus-là. Mais pour l'instant, on n'a pas ce vaccin. Donc pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est des molécules qui pourraient battre le virus. Effectivement, il y a des molécules qu'on utilise pour traiter par exemple contre le paludisme. Et bien on s'aperçoit que des fois, elles permettent de traiter d'autres maladies. Et donc il y a des laboratoires où c'est justement leur rôle, c'est de tester des molécules qui sont déjà utilisées pour d'autres maladies et de vérifier d'abord, dans un premier temps, qu'elles fonctionnent in vitro, c'est-à-dire dans des éprouvettes, sur des cellules infectées, et notamment par le virus. Et c'est ce qu'on a fait à Marseille, a priori, in vitro, avec une molécule qu'on appelle la chloroquine, et qui a montré qu'il y avait un effet sur le virus, c'est-à-dire que le virus ne pouvait plus vraiment se reproduire à l'intérieur des cellules infectées. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner in vivo, c'est-à-dire au niveau de l'organisme. Il y a des molécules qui sont très efficaces en tube à essai, mais qui, une fois appliquées sur l'homme, ça ne fonctionne pas. Donc là, in vivo, ça a été appliqué, ça a été utilisé sur 24 personnes. La publication s'est faite très rapidement, donc pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire si cette molécule est vraiment efficace pour nous. Parce que normalement, pour un médicament, il faut qu'il y ait d'abord une étude in vitro, in vivo, c'est-à-dire sur un cobaye, sur un animal, pour voir si ça fonctionne, et ensuite on le fait sur l'homme, sur un panel de personnes, et si on s'aperçoit que justement que le rapport bénéfice-effet secondaire est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de bénéfices à l'utiliser que de ne pas l'utiliser, et bien dans ce cas-là, il y a une demande d'autorisation de mise sur le marché. Mais ça demande vraiment du temps. Donc là, les différents laboratoires mettent toute leur énergie pour trouver des traitements, mais c'est très compliqué. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment le virus, lui, arrive à parasiter, justement, les cellules. Donc le virus est constitué d'une capside constituée de glycoprotéines. C'est sa coque. C'est comme une navette spatiale, vous avez une structure de base, et à l'intérieur se trouve l'information génétique sous forme d'ARN. Alors l'ARN, c'est un peu comme l'ADN. L'ADN, c'est une molécule avec double brin, avec deux brins, tandis que l'ARN, il n'y a qu'un seul brin. Et donc il y a des virus ARN, c'est le cas des coronavirus, c'est le cas du virus de sida ou de la grippe. Alors pourquoi on appelle justement coronavirus ? C'est la forme du virus, la forme extérieure, qui est due justement aux formes des glycoprotéines. Alors ce virus semble toucher des cellules de tissus différents, puisqu'il y a des gens qui présentent des problèmes respiratoires, des problèmes au niveau digestif, donc il a l'air de toucher pas mal de cellules, d'organes différents. Alors ces cellules sont parasitées par le virus qui se multiplie à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire que le virus il va injecter dans la cellule son information génétique, c'est-à-dire son ARN, et ensuite ce qu'il va faire, c'est qu'il va détourner à son profit la machinerie cellulaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule, il y a du matériel qui permet de multiplier, par exemple, les protéines, voire même l'information génétique. Donc le virus introduit son information génétique sous forme d'ARN, il va détourner les cellules pour produire en grande quantité de l'ARN et en grande quantité les protéines de la coque, c'est-à-dire la capside. Une fois que l'information génétique et que les protéines sont produites, l'ensemble va s'associer
et ça va permettre de former des virus qui vont ensuite sortir de la cellule. Et en sortant de la cellule, ça altère la cellule qui peut voire même exploser. Donc c'est ça qui explique les pneumopathies graves qu'on observe aux urgences. Elles sont dues justement à ce virus qui parasite les cellules et qui se multiplie à l'intérieur. D'ailleurs, en fait, on s'aperçoit, alors ça c'est assez récent, que la quantité de virus semble être 1000 fois plus importante en quantité dans l'air expiré que dans le cas d'une grippe. Donc au départ, on pensait que c'était autant qu'une grippe, mais là, il se reproduit tellement vite que dans l'air expiré, il y en aurait 1000 fois plus que dans le cas d'une grippe. Et c'est ça qui explique que dans une grippe normale, une personne va infecter en moyenne une personne, alors que dans le cas du virus actuel, il y a en moyenne 4 personnes qui sont contaminées. Donc le virus se reproduit très rapidement au sein des cellules. C'est un même mécanisme que pour le virus du sida, de la grippe. C'est-à-dire que le virus va parasiter la cellule pour se multiplier. Donc il va insérer son information génétique. Il va se multiplier à l'intérieur, sortir, et c'est ce qui va faire exploser la cellule, d'où la pneumopathie. La transmission est très efficace parce que comme la multiplication est extrêmement rapide, eh bien on se retrouve avec énormément de virus présents dans les voies respiratoires. Donc ça, il ne faut pas confondre avec la virulence. Mais ça, je vais y revenir. Donc c'est ça qui explique que la vitesse de propagation du virus est extrêmement rapide. Le virus se multiplie très rapidement. Donc il est important en grande quantité dans les voies respiratoires, donc il se transmet très vite. Alors ça, c'est pas à confondre avec la virulence. La virulence correspond au pouvoir pathogène. Un virus peut très bien se propager sans qu'il soit très virulent. Ce virus, il s'est propagé très rapidement chez les chauves-souris, puisque ce virus provient des chauves-souris, et pour eux, il n'est pas virulent. Il s'est propagé très rapidement. Donc on verra plus tard pourquoi, justement, les chauves-souris en sont à l'origine. Mais un virus peut très bien se propager sans qu'il soit très virulent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de paramètres, comme la virulence, la vitesse de propagation, qui sont au départ difficiles à prévoir. Donc au départ, certains scientifiques se basaient sur les données de la grippe pour la vitesse de propagation du virus et pensaient qu'effectivement qu'une personne est infectée par une personne. Tandis qu'en fait, en moyenne, il y a 4 personnes infectées à chaque fois. On s'est même aperçu qu'il y a une des premières personnes qui arrivait en France qui avait le virus, un Anglais, il a même contaminé 16 personnes. Donc ça dépend aussi du contact avec les gens que vous avez autour de vous. Donc après justement la pneumopathie, on s'aperçoit aux urgences qu'il y a un deuxième phénomène très, très grave, qui est une phase inflammatoire de grande ampleur. Donc là, le système inflammatoire s'emballe, il s'attaque à ses propres cellules. Et le ravage, donc chez les personnes, en fait, elles sont dues à 2 choses. Il y a la charge virale qui va donner la pneumopathie, et puis une phase inflammatoire très importante, qui est due notamment à une production très élevée de certaines molécules qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, c'est des molécules qui interviennent pour qu'il y ait une réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire, c'est la première réponse que l'organisme a pour se défendre face à un pathogène. Sauf que là, le système s'emballe, et chez certaines personnes, il s'emballe, et ça peut amener à la mort. Donc là, on a vu justement la vitesse de propagation, la virulence, les symptômes extrêmement graves qui pouvaient arriver, la difficulté de prévoir ce qui va se passer. Maintenant, je vais traiter différents points, comme l'absence de masque, les traitements et les vaccins, et justement les prévisions qu'on peut avoir pour la suite. Alors pour les masques, donc souvent les crises sont gérées en fonction des expériences précédentes. Et en fait en 2009, donc, il y a une épidémie de H1N1 qui aurait pu justement devenir une pandémie. La pandémie était probable, mais la probabilité n'était pas de 100%. Et la pandémie n'a pas eu lieu. Donc comme il n'y a pas eu de propagation, les politiques, les Français, les humoristes et les chansonniers se sont moqués de ceux qui ont augmenté la production de masques et de vaccins. C'est-à-dire les ministres à ce moment-là ont produit un nombre de masques et de vaccins extrêmement important, puisqu'ils connaissaient justement les risques d'une pandémie. Donc intuitivement, on s'était dit qu'ils s'étaient trompés. Et en fait, ils ne se sont pas trompés. La probabilité qu'une pandémie arrive, elle n'est pas de 100%.
Le fait qu'elle n'ait pas eu lieu ne signifie pas qu'ils ont eu tort à ce moment-là de s'en préoccuper. Comme quoi l'incompréhension des probabilités peut amener à des catastrophes. Là, les SVT permettent d'y pallier. Alors pour les traitements et les vaccins, donc la recherche sur les coronavirus a été freinée. Parce que souvent la question c'est, on dit, à quoi ça sert? Et c'est pour cette raison qu'il y a même des chercheurs qui sont partis ailleurs, dans d'autres pays. Et d'ailleurs, il y a un des responsables des laboratoires américains qui sont à la recherche d'un vaccin qui est français. La recherche fondamentale est très importante. Même si au départ on a l'impression que ça ne sert à rien, c'est vital. Il ne faut pas oublier que les épidémies ont régulièrement ravagé les populations humaines. Il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole. Donc les personnes qui ne résistaient pas à ces maladies sont mortes. Ils n'ont pas pu se reproduire. C'est une forme de sélection naturelle. Notre civilisation, avec la médecine, a pour but d'éviter de passer par cette case funeste. Alors pour cela, la recherche fondamentale est vitale, même si au premier abord, elle semble ne servir à rien. Alors pourquoi les chauves-souris? Alors, les chauves-souris consomment notamment des fruits, et en laissant tomber des morceaux qu'ils auraient contaminés, ils ont pu transmettre le virus à un animal exotique, comme le pangolin, qui a été consommé. Donc le patient zéro, à ma connaissance, on ne le connaît pas, a consommé un animal comme le pangolin, qui a mangé un fruit qui a été contaminé par la chauve-souris qui contient en elle le virus. Alors les virus, dans le cas des chauves-souris, ne les rendent pas malades parce que les chauves-souris ont un système immunitaire très efficace contre le virus. Donc ils sont porteurs de ce virus sans que ce soit forcément un problème pour eux. Donc un dernier élément qui est sur le raisonnement scientifique, c'est l'intuition. L'intuition, ça permet de lutter contre des ennemis bien invisibles. Par exemple, s'il y a un lion, on voit bien que c'est dangereux. Mais la lutte contre un virus est contre-intuitive. On ne voit pas le virus. Donc on doit raisonner pour prendre conscience du danger. Les pandémies sont difficilement prévisibles. La propagation d'un virus n'est pas prévisible comme une commande qu'on fait sur Amazon. Quand tout va bien, on imagine difficilement une crise. Donc la crise est contre-intuitive. Comprendre que ces pandémies sont inévitables est important. Et nos sociétés doivent s'adapter justement à ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment apprendre à raisonner. Donc merci de votre attention. Donc on se retrouvera bientôt pour de nouvelles chroniques.